Bonjour à tous. Aujourd'hui en Club Math en ligne, à distance, nous avons découvert un nouvel artiste avec les élèves, puisque nous continuons à travailler sur Vasarely avec la série d'œuvres Croix. Et aujourd'hui, nous avons, dans la partie aide aux devoirs, nous avons du coup traité l'exercice qui est à faire pour demain, à savoir calculer le volume de Croix bleu 1, dont les dimensions sont données cette fois en pouces. Et comme nous étions en avance, j'ai proposé aux élèves de leur montrer quelques œuvres de Sol Lewitt. Alors je ne suis pas sûre de le dire correctement parce que je ne le connaissais pas il y a encore peu de temps. Pourtant c'est un très grand artiste, mais je ne suis pas très cultivée en art contemporain, malheureusement, mais je me soigne, hein. Et c'est intéressant parce que ce sont des œuvres qui vraiment mobilisent en même temps les arts et les maths. Et bah voilà, je vais vous le faire partager. Donc, bah, pour commencer, voilà, moi j'ai demandé à mes élèves de me décrire les formes géométriques qui sont représentées ici, les figures géométriques, et de me donner leur nom et leurs caractéristiques. Ça me semblait une assez bonne entrée en matière pour Sol LeWitt parce qu'il utilise vraiment beaucoup les formes de base de la géométrie, euh, mais y compris les parallélogrammes, les trapèzes, voilà. C'est souvent en noir et blanc dans ce que moi j'ai découvert en tout cas, mais pas seulement. Et Sol LeWitt, qu'on voit ici devant une de ses œuvres, est donc un artiste tout à fait majeur du minimalisme et de l'art conceptuel, avec l'idée en fait que euh, la conception de l'œuvre prévaut sur sa réalisation, prévaut même sur son existence une fois faite, si j'ai bien tout compris. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de penser son œuvre avec des, des- des objectifs, avec une motivation personnelle. Et puis, la mise en œuvre ensuite, finalement, bah, n'est qu'une étape de réalisation pour la faire partager, mais l'objet intellectuel, il est déjà abouti. Je trouve ça très intéressant comme idée et hyper en lien avec les mathématiques, puisque en mathématiques, c'est clair que la démarche qu'on va suivre, l'idée de démonstration par exemple, je trouve, alors prévaut en termes de plaisir intellectuel sur sa réalisation. Bon, pas en termes d'utilité, parce qu'en termes d'utilité, c'est plus utile quand une démonstration elle est écrite et qu'on peut la partager directement. Mais c'est vrai que moi ça m'arrive, et pourtant je ne suis pas mathématicienne, moi je suis prof de maths, devant un problème de maths, de comprendre comment je vais pouvoir le résoudre, et puis du coup de ne pas le résoudre, parce que ça m'intéresse plus tellement finalement, quoi. Ce qui était ludique, ce qui était rigolo, c'est fait. Et je trouve du coup ici qu'il y a la même idée au travers de sa démarche artistique. Et ça m'a voilà, ça m'a frappé ça. Cette, ces points communs, quoi. Voilà. Alors il a beaucoup travaillé sur l'infini, sur les suites logiques, et puis sur la façon dont ses œuvres prennent place dans l'espace dans lequel elles vont justement être présentées. Et donc il y a visiblement chez lui un rapport important entre l'œuvre elle-même et là où il va l'exposer. Voilà. Alors bon bah voilà, par exemple Wall Drawing, numéro 346, une œuvre de 1981. Donc là on voit bien que Sol LeWitt utilise l'environnement, hein, le rectangle par exemple a des dimensions qui sont adaptées par rapport à la porte, etc. En face d'ailleurs il y a un trapèze, etc. Ici, j'ai choisi cette œuvre parce que mes élèves m'avaient demandé ce que c'est qu'un pavé pas droit. Alors, il se trouve que justement, bah, on a ici, sur la droite, un pavé pas droit. C'est un pavé parce que ses faces sont des parallélogrammes, mais comme ces parallélogrammes ne sont pas des rectangles, et bien du coup, ce pavé est juste un pavé. C'est pas un pavé droit. Donc, si vous voulez, c'est un pavé pas droit. On retrouve aussi, donc de gauche à droite, un cube, une pyramide à base carrée, un pavé droit qui cette fois n'est pas un cube. Ensuite, avant le pavé pas droit, nous avons un tronc de pyramide, une pyramide tronquée. Tronquée, ça veut dire coupée en morceaux. On va y revenir un petit peu plus tard justement. Et ici, si vous imaginez que les arêtes latérales se poursuivent, vous allez pouvoir imaginer le sommet de la pyramide comme le deuxième solide en partant de la gauche. Ici, on en a coupé parallèlement à sa base une partie. C'est donc une pyramide tronquée. Alors
Open Cube, donc je suppose que, enfin Open Cube, je suppose que c'est lié au fait qu'on a des solides en fil de fer ou en squelette. Et puis un complet, parce que alors là, effectivement, je trouve ça un travail très intéressant. Ici, Sol Lewitt, il a enlevé certaines parties des cubes. Pourtant, les élèves, ils voient tout de suite qu'il s'agit de cubes, même si on leur montre des images isolées. Et ce qui est intéressant, du coup, je trouve, c'est de pouvoir mobiliser arête, face, sommet, et de pouvoir décrire ce qui reste, et de pouvoir décrire ce qui manque, et de pouvoir voir aussi si deux solides combinés ensemble pourraient redonner un solide complet. Mais par exemple, l'image du haut, les élèves la voient effectivement comme un morceau de cube, et ça c'est quand même drôlement intéressant, parce que celle du haut n'a aucune face complète, alors que celle de droite a trois faces complètes, pardon, et que par exemple la première qu'on voit sur l'image de gauche en bas, elle en a une seule. Donc c'est vraiment intéressant, je pense que l'année prochaine j'entrerai dans la géométrie dans l'espace à partir de là, et que je garderai Escher pour un peu plus tard en fait. D'habitude je rentre par Escher, et là je pense que je vais rentrer par Sol Lewitt. Des structures modulaires, alors ça je l'ai montré aux élèves parce qu'en fait je trouve que ça fait un petit peu écho à ce qu'on a vu avec Vasarely. De la même façon, voilà, en voilà une autre. On aurait pu aussi là calculer des volumes. Alors ici, nous avons, bon, il y a des œuvres de nature différentes. Je vais commencer par les œuvres hachurées plutôt en bas à droite. Donc là, en fait, par un jeu de hachures, Sol Lewitt met bien en valeur les formes géométriques qu'il veut montrer. Là aussi, je m'interroge si je ne vais pas réutiliser ça pour la partie leçon, parce que jusqu'ici, j'utilisais des monsieur, madame de géométrie pour les différentes formes. J'ai aussi un peu envie de faire ça, donc on va voir. Et puis, on a des cubes, alors qui aussi sont tronqués, on en a enlevé une partie. Alors, on a vraiment un cube tronqué sur la partie du haut, sur le cube de droite, avec il y a tout un sommet, enfin il y a un sommet qui est parti avec forcément une partie des arêtes et des faces attenantes. Et puis les deux autres, je les ai mises là et les élèves ont tout de suite tilté parce que ça fait penser à l'activité Better World qu'on a faite ensemble, où il était question de cuisine. Et voilà, donc là on retrouve tout à fait la même configuration. Alors avec les élèves ce matin, comme en Club Math on n'est pas très nombreux, là on était 12 je crois, 12 ou 13. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils pouvaient changer leur regard sur ces deux cubes, le cube hachuré en bas et celui en haut à gauche, pour voir la partie, le cube en fait, le petit cube qui a été retiré, pour le voir comme un petit cube qui aurait été accolé, planté dans un des sommets du grand cube. Alors pour ça, en fait, les élèves, la plupart du temps, se sont concentrés sur un sommet. Un sommet, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger sur la vidéo. C'est ce sommet-là. Et ils se sont concentrés sur le fait qu'il était en profondeur ou bien qu'il était saillant, qu'il était plus proche de nous. Et ils ont réussi non seulement à voir, pour la plupart en tout cas, les deux perspectives, disons, mais en plus ils ont réussi à passer de l'une à l'autre à volonté. Je trouve ça intéressant comme travail, c'est pas directement des mathématiques, mais ça permet de comprendre que le regard qu'on porte sur une figure, il dépend de notre intention. Et que il faut du coup veiller à ce que cette intention soit la plus ouverte, la plus neutre possible, pour pouvoir en découvrir toutes ses facettes, et ne pas fermer notre cerveau, fermer notre réflexion à des entrées en matière, à des perspectives justement qui ne nous seraient pas naturelles au départ. Là aussi, il me semble que c'est beaucoup l'objet des mathématiques, d'essayer de considérer les objets dans toutes leurs dimensions, si je puis dire, même si là, c'est pas très futé de parler de dimensions, mais en tout cas dans tous leurs aspects, et de pouvoir ne pas s'arrêter au premier regard, à un ressenti ou à une première impression. Voilà. Et pour finir, un peu de couleur, parce que Sol Lewitt, il a aussi fait beaucoup de couleurs et ça m'embêtait quand même d'avoir mis que du noir et blanc. On retrouve là 4 solides qu'on a vus au départ comme des solides en squelette. Il y a le cube, la pyramide tronquée, le pavé qui n'est pas droit et puis un pavé qui n'est pas un cube.
On a aussi au-dessus donc une figure que nous avons analysée ensemble. Certains élèves la voient en 2 dimensions. Moi, je la voyais plutôt comme un pavé qui était posé complet, avec le même pavé posé dessus, mais qu'on coupe en 2 par la diagonale. Voilà, on en a discuté, on a discuté de ce qu'on aurait pu faire avec les couleurs et tout ça. À côté, en haut à gauche, c'est intéressant parce qu'en fait, on a juste un hexagone régulier. D'ailleurs, on peut voir celui d'à côté aussi comme un hexagone. Et cet hexagone régulier, il pourrait très bien illustrer les fractions, parce qu'ici, chaque tiers a été coloré dans une couleur différente. Et il peut également illustrer la géométrie plane avec l'hexagone et la géométrie dans l'espace avec la perspective, car évidemment, on peut le voir aussi ici comme un cube représenté en perspective. Donc là aussi, nous en avons parlé avec les élèves pour à nouveau appuyer sur le fait que quand on regarde une figure, eh bien, c'est intéressant d'essayer de ne pas s'arrêter à la première impression qui pourrait être je vois un cube. Ils ont eu beaucoup de mal à voir un hexagone ce matin. Et une fois qu'ils le voyaient, c'était une évidence. Et ils pouvaient quand même revenir au cube. Donc ça, c'est vraiment important, ce passage-là, pour accepter de se tromper, accepter de plusieurs points de vue, accepter de multiplier la nature des regards. Au-dessous, on a alors ce que moi je voyais comme une pyramide avec donc certaines de ces faces latérales qu'on voit ici. Ça a évoqué des tas de jolies choses aux élèves. Ils m'ont parlé d'un chemin en perspective centrale. Ils m'ont parlé d'une montagne. Ils m'ont parlé d'une pyramide, évidemment. Ils m'ont parlé aussi d'une feuille de papier qu'on aurait pliée pour en faire une construction, puis ensuite on aurait déplié et les plis seraient restés visibles. Et ils m'ont parlé aussi de cadrans solaires. Ça leur a évoqué le, la structure en fait du cadran solaire vue sous une perspective un peu différente. Et puis la lumière, des rayons de soleil en fait, avec cette illustration d'une élève en direct pendant le club mat, qui donc la lumière qui serait projetée sur une surface. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai trouvé ça passionnant d'étudier Sol DeWitt, qu'en plus je ne connaissais pas. Donc voilà, je suis un petit peu plus cultivée maintenant, c'est super. Et puis, bah, je trouve vraiment que les entrées par l'art sont très très intéressantes. Et je crois que moi qui vraiment ne suis pas férue d'art contemporain et ne suis pas douée pour le comprendre, s'il y a une question de nom, ou alors pas éduquée à le comprendre, si c'est une question d'éducation, j'ai l'impression en fait, par l'entrée mathématique, d'y progresser. Parce qu'au moins j'ai l'impression de mieux comprendre certaines intentions, de pouvoir me poser des questions devant l'œuvre, et ensuite ça me permet de m'en décoller un peu pour essayer de ressentir. Voilà. À bientôt.